Bonsoir, salam alaikum, Zulflaoun, marhaba bikoum. Dans Microscope 2 ce soir, nous allons ici avec nos invités donc de parler de deux sujets très importants. Le premier est celui des incendies, des feux qui ravagent plusieurs villes de l'Algérie. En l'occurrence Tébessa, Soukharas, Djidjel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Nous allons parler aussi des relations algéro-russes. Quel avenir pour quelles relations? La direction générale de la protection civile a adressé un bilan alarmant concernant les incendies de forêt qui touchent plusieurs régions du pays. Malgré les efforts contenus des services de secours, plusieurs foyers quand même restent actifs, nécessitant une vigilance constante. Dans la wilaya de Béjaïa, un incendie de grande ampleur a éclaté dans la forêt de la commune Avkar. Les pompiers et les citoyens luttent toujours, d'ailleurs, pour maîtriser ces flammes qui continuent de se propager. De même, à Tébessa, un incendie s'est déclaré dans la montagne Al-Houd, au niveau de la commune de Morsot, où les équipes d'intervention sont toujours à l'œuvre pour éteindre ces feux. La wilaya de Tizi Ouzou aussi, comme chaque année, est également proie à plusieurs incendies, notamment dans des forêts de la commune d'Athirat ainsi que dans la région de Tigjda, sur la route nationale numéro 30 à Aïth Mahmoud. Bien que l'un des incendies ait été maîtrisé, la situation reste critique. Avec d'autres foyers encore actifs. D'autres régions comme Djidjel et Soukharas sont également touchées. À Djidjel, un incendie de broussailles a été signalé dans la commune de Sidi Abdelaziz. À Soukharas, un feu a ravagé une forêt de la commune de Mchrouha. Dans toutes ces régions, les opérations de lutte contre ces feux se sans relâche. Voilà ce que déclare du moins la direction générale donc, de la protection civile en Algérie. Et pour en parler, nous allons recevoir ou accueillir dans cette émission M. Boualem Ziani, qui est à Béjaïa, sur place. Nous allons ici quand même de donner la parole à d'autres invités aussi sur ces questions. Boualem Ziani, bonsoir, marhaba bik. Monsieur Ziani, je pense qu'on a un problème avec Monsieur Ziani. Monsieur Boualem Ziani, bonsoir, marhaba bik. Monsieur Ziani. Allô, allô. On a un problème, Adjma'a. Vous êtes sur mute peut-être. Bon, ma'alish. Monsieur Hamid Lelou, je vois qu'il est avec nous. Hamid Lelou, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Shukran, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir et bienvenue à vous invités. Merci à vous. Gamal Abina est avec nous aussi. Gamal Abina, marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les invités. Est-ce que Ziani Mazel. Hamid Lelou, on parle chaque année, on revient justement sur ce problème des feux qui ravagent plusieurs régions, plusieurs villes en Algérie. Toujours les mêmes problèmes, toujours pas de solution. Les Algériens se demandent toujours depuis hier, vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux, où sont passés les Canadaires, où sont passés les moyens. On signale tout de même que les autorités étaient là, que la protection civile est là, il y a des communiqués, il y a des bulletins d'information qui tombent chaque heure. Oui, malheureusement, mais ce problème n'est pas limité à l'Algérie. Le bassin méditerranéen est connu pour les feux de forêt, le sud de l'Espagne, le sud de la France, et surtout la Grèce, l'Italie, le Malta. Parce qu'il faut expliquer pourquoi. C'est l'été, donc il fait très chaud. C'est aussi les responsabilités de certains consommateurs, je dirais, les vacanciers qui jettent des débris, surtout de bouteilles. C'est aussi à cause des orages. Les orages peuvent provoquer un feu dans un buisson.
Et aussi, du point de vue du vent, il y a un vent qui souffle très fort dans la Méditerranée. Généralement, c'est après novembre, mais quand même, il y a une partie du Mistral où il y a un vent qui vient des Açores. Et du coup, le feu, quand il commence quelque part, ça prend et ça se propage assez vite. À cela, nous ajouterons d'autres éléments, bien sûr. Oui. Les moyens rudimentaires que nous avons en Algérie. Nous avons vu des images désolantes des éléments de l'armée nationale populaire qui, avec une pelle et un balai, essayent d'éteindre le feu, alors que normalement nous avons une grande armée qui bénéficie de beaucoup de moyens. Et justement, c'est une occasion. Les gens croient l'armée, elle est là pour combattre l'ennemi. Mais le feu, c'est un ennemi. Et je me demande pourquoi l'armée algérienne n'a pas une unité ou un grand bataillon consacré à l'aide humanitaire, consacré à venir en aide aux populations locales qui souffrent soit au niveau de la sécheresse, au niveau des inondations ou de la catastrophe naturelle. Et puis, un autre point qui me chagrine, c'est que pourquoi on entend parler de ce genre de problème de manière récurrente à peu près les 10 dernières années, comme si avant ça, il n'y avait jamais de feu, et là, tout d'un coup, l'Algérie se retrouve confrontée à ces feux de forêt répétitifs tous les étés. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux qui montrent quelque chose qui a toujours existé, est-ce que c'est un phénomène nouveau et c'est un phénomène criminel? Et enfin, où sont les autorités locales? Où sont ces Canadaires? Pourquoi nous dépensons des milliards de dinars dans des élections truquées, jouées d'avance, alors que cet argent aurait pu être utilisé ailleurs, dans la protection civile, qui dépend justement du ministère de l'Intérieur. Merci Hamid. Gamal Abina, même question, une réaction par rapport à ces feux qui ravagent plusieurs régions en Algérie. Chaque année, justement, on parle de ce problème. C'est toujours les mêmes questions qui restent sans réponse. C'est le couvert forestier qui danse dans la région, les régions montagneuses, dont ma région, puisque je suis d'Igel ou de Bijaya qui est juste à côté. La problématique qui se pose, ça a été dit à l'instant, c'est qu'effectivement, la récurrence de ces feux est liée à un vrai phénomène qui est le réchauffement climatique. On sait qu'il fait très chaud actuellement en Algérie. On est sur les pics de température. Et il y a deux éléments. Effectivement, il y a les moyens qui ne sont pas au rendez-vous parce qu'il faut des moyens importants. Ça, c'est une planification. Mais même quand on a des moyens importants, comme aux États-Unis, ça n'a pas empêché d'immenses dans les forêts du côté du sud de l'Amérique, de Los Angeles en particulier, où des maisons entières ont été englouties. La question du réchauffement climatique, la récurrence des feux, la question de l'incivilité. Il y a beaucoup de gens qui font des barbecues, qui jettent leurs cigarettes, leurs mégots par la fenêtre. La question du nombre d'habitants. On a 45 millions d'habitants aujourd'hui en Algérie. Donc, autant d'habitants que de risques qui accroissent les incendies possibles. Et puis, la question, effectivement, de s'équiper. Là, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par rapport à l'armée. Peut-être une unité spéciale qui serait dédiée, je parle d'unité de l'armée, qui serait dédiée à la lutte contre les incendies de façon massive. On ne peut pas accepter que le couvert forestier soit abîmé à ce point, sachant que c'est les plus belles régions, c'est la côte algérienne tout de même, et que malheureusement, eh bien, les moyens ne restent pas au rendez-vous. Alors, ils se sont un peu équipés, mais il ne faut pas perdre de vue, que ça a été dit à l'instant, toute la Méditerranée est frappée de ces incendies qui sont extrêmement violents. Les pays les plus modernes, comme la France, l'Espagne ou l'Italie, ont eu du mal à venir à bout des incendies parce que ça reste un phénomène massif, puissant, difficile à gérer quand il y a des vents violents, et c'est des vents qui répandent des incendies, hein. C'est pas seulement le feu de forêt. Quand on a une sécheresse endémique, des vents violents, des moyens en termes de pompiers, tout simplement des pompiers de l'armée qui ne sont pas au rendez-vous, avec effectivement un manque peut-être de conscience de la population, tout cela conduit effectivement à des choses difficiles à supporter. Et pour ma part, quand je sais que les forêts entières sont brûlées, ça fait mal au cœur et j'ai une pensée pour toutes les familles qui vont devoir vivre avec. Abdelrahim Moussaouer est avec nous aussi. Abdelrahim Moussaouer, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Houssine, bonsoir aux invités que je salue particulièrement et à tous les téléspectateurs de Al-Magharibia. Merci pour cette invitation. Merci Abdelrahim Moussaouer. Abdelrahim, je reviens vers vous juste après cette petite vidéo. تاني خمريت مثل ترمن
دار من كتمس عاوتاني يجكا لكن تغريب عاوتاني مثلا عاوتاني خامل كمصوارة عاوتاني ويديرو كفاتيش مثلا كانت سلاقل عاوتاني كنادير عاوتاني كنادير Boualem Ziani est avec nous. Boualem Ziani, bonsoir, مرحبا بك. مرحبا. Boualem Ziani, après ces images justement que nous venions de voir, des incendies donc, qui ravagent plusieurs régions en Algérie. Vous êtes à Béjaïa en ce moment. Dites-nous un peu comment est la situation. Bon, tout d'abord, salut à tout le monde. Chaque été, les citoyens de Bougie, les citoyens des alentours, ils sont en attente permanente, en alerte par rapport aux feux de forêt qui ravagent chaque année. C'est comme chaque année, ça fait maintenant des années que nous subissons un peu la chaleur du changement climatique, la chaleur de mois d'été. Ajouté à cela, la chaleur et des incendies qui ravagent un peu nos forêts. Aujourd'hui, à Bougie, ça fait 12 jours, nous avons constaté, on attend, on observe, on essaye de contacter des amis sur des régions qui sont touchées par les feux de forêt, notamment les 2 derniers jours. Notamment, nous avons recensé à Bougie dans 6 communes des feux de forêt, Taskeri, Khalata, Boukhlifa, Barbacha hier. Les deux grandes forêts qu'on a eues, c'est les 2 communes avoisinantes, notamment la forêt d'Akfado, Abkar, et des villages Zouara, et des villages qui sont réellement touchés par les feux d'incendie. Il y a la mobilisation, ce que je constatais notamment sur les réseaux sociaux et en contact avec des amis, il y a une mobilisation humaine. Oui. Il y a une mobilisation humaine de la part des citoyens résidant dans les villages de métro au feu de forêt, et il y a la mobilisation de la protection civile. Il y a la mobilisation de la protection civile qui sont très très respectés, que nous devons leur rendre hommage parce qu'ils sont engagés aux côtés des citoyens avec les moyens de bord, avec les moyens. Est-ce que les Canadaires étaient là ou pas? Oui, j'ai vu des Canadaires une Canadaire, je l'ai vue en train de faire l'aller-retour Bougie vers Akfadou, si je sais. Mais vu le danger, ça veut dire nous avons Abkar, la forêt d'Abkar et Akfadou, c'est une grande forêt. Oui, bien sûr. Ça veut dire la densité. S'il touche cette forêt, ça veut dire que c'est le poumon de Bougie qui va partir avec les dangers des villages à l'intérieur de la forêt et le métro à Akfadou. J'ai vu un Canadair qui fait de l'aller-retour 1 ou 2 Bougie, le port, parce que j'habite juste à côté, j'ai vu la Canadair qui s'aide. Et comment est la situation actuellement, Boualem Ziani? Est-ce qu'il y a toujours des départs de feu? Est-ce que c'est maîtrisé dans la région? Il y a beaucoup de, par exemple à Barbacha, ils l'ont atteint, ça veut dire hier, je suis en train d'observer, mais il reste Abkar et Akfadou qui sont là. Plus d'autres régions. Nous avons suivi un peu le communiqué de la protection civile nationale. Nous avons plus de 6 wilayas qui sont touchés par le feu de forêt. Absolument, oui. Sokaras, Figel, Tebessa, et d'autres régions, on ne sait pas. Beaucoup de communes. Mais ça veut dire, touché par rapport au nombre de communes touchées. Boukhlifa, Kharata, Taskeriou, Akfadou, Barbacha, Abkar, et d'autres régions encore. Tizi Ouzou, Mahmoud, Lavani, Firasan, Aïn Hammam, Mizan, ça veut dire toutes les forêts. C'est pour ça que ça veut dire chaque année comme ça. On doit lancer une réflexion sur comment avoir, comprendre un peu l'évolution de la société kabyle, qui est une société à un certain temps, elle est liée directement à la terre, nourrissante. Maintenant, avec la modernité, le salariat, l'économie, etc., nous sommes devenus un peu des fonctionnaires. On a notre relation avec la terre
doit changer, doit comprendre un peu l'évolution. Et chaque année, on doit préparer chaque été. L'été, ça se prépare au niveau de toute l'année. Ça veut dire, en commençant par l'hiver, le printemps, etc., à voir un peu la relation, à changer un peu notre relation. On ne laisse pas nos forêts dans cet état qui sont là à fond de fou. Merci. C'est ça notre véritable problème. Ok. Merci, Boualem Ziani, et Atek Saha une prochaine fois. Merci. Okay. Abdelrahim Moussawer, votre réaction par rapport justement à ces feux et à ces moyens. Tout le monde savait que août allait être justement chaud, allait être sévère, allait être atroce. Mais est-ce qu'on s'était préparé justement? Je voudrais remercier notre compatriote M. Mziani qui vient de nous donner quelques éléments réels directement du terrain, sachant que moi-même et ainsi que les autres invités qui sont là à l'émission suivant tous les étés, tous les ans, c'est-à-dire l'évolution des choses, notamment quand il y a des feux de forêt en Algérie. Donc c'est grâce à ces lives, c'est grâce à ces publications ou aux témoignages de nos compatriotes qu'on arrive à voir ce qu'il se passe réellement dans cette situation que l'on peut qualifier de catastrophique. Et puis je voudrais aussi transmettre un message à tous nos compatriotes dans ces wilayas de Soukharas, Bissa, Béjaïa, Tizi Ouzou, toutes ces localités qui sont touchées actuellement par les incendies, les feux de forêt, en leur disant aussi nous sommes de tout cœur avec eux dans un climat où d'un côté il y a une réalité qui se rattache à la particularité géographique de la Méditerranée, notamment les pays de la Méditerranée. L'Algérie ne fait pas d'exception, c'est un peu comme le sud de la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce même. Et puis nous avons en Algérie un territoire, des forêts qui sont quand même, qui donnent c'est-à-dire la possibilité à tous ces feux de se propager. Après, il faut aller chercher les raisons, il faut aller chercher les causes. Devant cette situation, on se pose la question, est-ce que chaque année, on promet des choses et puis arriver les feux de forêt, c'est-à-dire on est obligé en tant que citoyen de faire le nécessaire avec les moyens rudimentaires. Est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on croit à toutes ces promesses d'un président qui en 2021, vous vous rappelez tous, en parlant à des entrepreneurs, à des commerciaux américains, voilà, je vais acheter des Canadair tout de suite, alors que c'est tout un protocole. Il y a aussi donc cette négligence des hautes autorités du pays, sans oublier qu'à côté de cela, vous avez une population, vous avez des associations, des comités de village, vous avez aussi les éléments de la protection civile et des militaires qui viennent avec des moyens rudimentaires, des moyens les plus simples pour faire face à ces feux de forêt. Donc je voudrais dire aussi, Houssine, si tu me permets, que ce cauchemar que nos concitoyens sont en train de vivre dans ces localités touchées par ces incendies, c'est devenu un traumatisme. Depuis 2021, on parle de Soukharas, de Bessa et surtout les feux de forêt à Tizi Ouzou, là où il y a eu presque 300 victimes, et j'ai envie de rendre hommage à toutes ces victimes et à Jamal Ben Smaïl en particulier, Allah yarhamou. Cela fait 3 ans que à chaque été, à chaque fois que le mois de juin, juillet arrive, les habitants de ces localités ont la boule au ventre. Nous avons la boule au ventre tous les étés. Merci. Ce que je voulais dire donc, c'est que ce traumatisme doit cesser. Il faut mettre les moyens. Il faut être sérieux dans le traitement de ces questions catastrophiques. Merci Moussawer Yatek Saha. Revenons donc à la question du jour. Algérie-Russie, quel avenir, pour quelle relation? La polémique autour de la boxe féminine aux Jeux Olympiques de Paris a débordé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous l'avez tous suivi, et risque de ternir les relations diplomatiques historiques entre l'Algérie et l'un de ses alliés, la Russie.
Ces relations semblent se refroidir depuis quelques semaines en raison des intérêts contradictoires des deux pays dans la région du Sahel. Dans son discours donc, au Conseil de sécurité, le représentant russe a accusé les pays occidentaux de monopoliser le mouvement olympique et d'imposer l'agenda LGBT de manière agressive. Aux Jeux olympiques de Paris, les boxeuses sont exposées à la violence en public par des athlètes qui n'ont pas passé des tests hormonaux menés par la Fédération internationale de boxe et qui, selon la logique, sont des hommes. C'est absolument dégoûtant, a-t-il déclaré. Comme on pouvait s'y attendre, bien sûr, l'intervention du représentant russe a suscité l'indignation de Tawfiq Koudari, représentant adjoint de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a demandé à plusieurs reprises la parole pour, de son côté aussi, exprimer son étonnement face à l'amalgame fait par le porte-parole russe entre le sport et la politique. Koudari donc a déclaré que l'athlète algérienne est née femme, a été élevée femme, et a progressé dans le sport au niveau international en tant que femme, et personne ne peut en douter. L'Algérie rejette la campagne d'intimidation et de calomnie lancée par ses adversaires de la Fédération internationale de boxe aux élites politiques, médiatiques et financières. Cela ne fait aucun doute, sauf pour ceux qui ont certains agendas politiques. Hamid Lelou, qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et la Russie? Beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. En effet, il y a une évolution assez visible de ce qui se passe en Algérie. Ça va de la non-adhésion de l'Algérie au BRICS, alors que l'Algérie avait misé sur le soutien russe, la visite de Moscou, les déclarations d'amour et déclarations d'allégeance même du système algérien à la Russie et en particulier à Poutine. Et je pense aussi parce que l'Algérie, vous savez, le problème, et je l'ai dit depuis plusieurs fois, le régime algérien a force de faire dans la gymnastique diplomatique. La gymnastique diplomatique, pour moi, c'est les grands écarts, où vous essayez de plaire à tout le monde. À un moment donné, vous cassez, la corde se casse, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et ce qu'on a noté dernièrement, c'est qu'effectivement, il y a eu pas mal de couacs entre l'Algérie et la Russie, le BRICS, la déclaration de ministre Lavrov, ce qui s'est passé au niveau des Nations Unies, ce n'est pas innocent. Je pense que c'est une réaction à ce que au refus ou à l'interdiction des Russes de participer au JO de Paris, et par conséquent la Russie a trouvé un moyen de se venger entre guillemets en s'attaquant à Imen. Je ne pense pas que c'est juste une coïncidence, mais ils ont trouvé une occasion, ils se sont dit tiens, on va sauter dessus, mais ça ajoute un petit peu à ce malaise algéro-russe. Et aussi parce que la Russie, avec la débâcle française dans le Sahel, la Russie se retrouve au devant de la scène sahélienne, particulièrement Burkina Faso, Mali et le Niger, qui sont considérés comme la garde arrière et approchée de l'Algérie. Donc, comment se fait, ils ne comprennent pas que les Russes viennent à la porte. D'ailleurs, les événements de Tinzaouatine, pour rappeler au public algérien, Tinzaouatine est une ville doublement nationale, c'est-à-dire algérienne et malienne. Il n'y a rien qui sépare les deux. Il y a une petite ville qui a une partie algérienne et une partie malienne. Donc, opérationnellement parlant, ce ne serait pas possible que les rebelles maliens fassent quoi que ce soit sans l'aide de l'Algérie. Reste à savoir si on aura des preuves de l'intervention de l'Algérie. Si ce n'est pas l'intervention de l'Algérie, alors pourquoi avoir autorisé les Ukrainiens à intervenir? Mais on n'a pas encore de preuves tangibles à 100%, mais il y a beaucoup même de la bouche du ministre des Affaires étrangères ukrainienne qui dit qu'ils ont aidé les rebelles. Et enfin, je dirais,
Le grand point ici, c'est les visites répétées des Américains, particulièrement des responsables de sécurité américains, et les déclarations officielles des Algériens qui le disent clair et net qu'il y a un développement accru et opérationnel entre l'Algérie et les États-Unis quant à l'échange d'informations et d'expériences. Et quand vous faites ça, forcément, vous le faites au dépens ou au déprimant d'un autre partenaire qui est le partenaire classique russe. Donc les Russes ne comprennent pas que le régime algérien s'approche davantage des Américains. Et enfin, pour passer la parole à vos invités, je pense qu'il y a un tiraillement atroce et féroce et qui est de plus en plus visible entre les différents courants qui composent le régime de police politique algérien. Merci. Gamal Abina, il faut dire que dès le mois d'avril 2022, lors d'un échange avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui avait fuité sur les réseaux sociaux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait dénoncé en des termes, on ne peut plus être clair que ça, la présence en Libye et dans la région du groupe Wagner, en le désignant comme un groupe de mercenaires. Il en parlera encore quelques mois plus tard dans une interview pour Le Figaro, je pense fin décembre 2022, en regrettant les ressources investies par la junte militaire malienne pour s'offrir les services des mercenaires du groupe russe. Est-ce que c'est toujours une question qui est soulevée entre les deux pays, M. Abina? Il y a déjà plusieurs choses qui ont été dites avec lesquelles je peux être d'accord, mais pas sur toutes les conclusions. Premier élément, je pense que sur la question du sport, c'est clairement une balle perdue. Je rejoins effectivement votre invité. Il a tiré, entre guillemets, sur notre boxeuse parce qu'il voulait atteindre la France. Il faut jamais oublier que les Russes, la Fédération de Russie, a été exclue des Jeux et que même avant les Jeux, ils avaient exclu une fédération de boxe qui n'était pas nécessairement dans une ligne politique offensive, qui était prête à même disputer cette compétition, mais ils ont été exclus alors qu'il n'y avait aucune raison de les exclure en termes de fédération indépendante de boxe. Donc c'est ces mêmes fédérations qui s'exprimaient, violemment d'ailleurs, faut le reconnaître, quand ils ont attaqué les femmes, c'est pas très très élégant. Donc cette question d'attaquer l'athlète algérienne, c'est pas qu'elle qu'on a attaqué l'athlète algérienne, et puis l'athlète, je crois, il me semble, asiatique, considérant que c'était pas des vraies femmes, sur la base d'accusations ridicules qui avaient été formulées par une fédération non reconnue, qui a de gros dossiers sur le dos, mais on rentrera pas dans le détail. Et donc simplement pour dire que sur la question sportive, il y a eu un manque d'élégance évident, et je suis pas certain que ce soit un geste politique. Je pense que c'est surtout un geste de réaction vis-à-vis de la France qui a exclu les Russes pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui depuis très longtemps maintenant. L'autre aspect, c'est l'aspect politique et géopolitique. Je ne vais pas mêler cette question-là parce qu'il faut se rappeler quand même que l'extrême droite s'est emparée immédiatement de cette affaire pour attaquer notre athlète. Je parle évidemment de Trump, je parle de Musk, je parle de l'Italie, tout un tas de mouvements, et certains se sont excusés. Faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment un phénomène qui a été amplifié sur un manque d'élégance de ce responsable de la Fédération russe de boxe qui voulait juste atteindre la France. Sa cible, c'est pas l'Algérie. Par contre, là, on peut parler de choses sur un plan géopolitique qui bougent. Alors, quand on dit que l'Algérie parle avec les Américains, elle le fait depuis toujours. Elle a même fait des manœuvres parfois militaires avec les États-Unis, tout comme avec les Russes récemment en Méditerranée. Ça, c'est pas un problème. C'est des échanges de bons procédés que tous les États font quand ils n'ont pas de friction avec les États en question. Et l'Algérie se positionne comme non alignée traditionnelle. Donc, elle peut parler aux Américains comme aux Russes. Mais l'autre aspect, c'est qu'effectivement, sur les sorties récentes d'ailleurs même de l'ambassadeur algérien, c'est de dire que les Russes sont un peu trop présents tout autour de l'Algérie sur des questions qui intéressent l'Algérie en termes sécuritaires. On prend l'exemple, par exemple, de ces fameux Ukrainiens. Rappelons quand même qu'il y a 1300 km de frontières qui séparent l'Algérie du Mali et que n'importe qui peut entrer et sortir sans avoir l'aval des autorités locales, qu'elles soient algériennes ou maliennes. C'est une frontière passoire. On a dit qu'il y a une ville qui est entre deux frontières. Il n'y a pas de frontière dans cette ville. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les Russes ont envoyé Wagner, qui est un groupe paramilitaire qui a été nationalisé, rappelons-le, après la mort de Prigojine, et qu'en même temps, ils ont pris une raclée, il faut être très clair. Et ça, ils l'ont très mal vécu. Donc, il y a eu toute une opération d'intoxication pour dire que les Algériens sont responsables, ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Azawad puisse prendre le pouvoir dans le nord du Mali, parce que sinon, elle fera des revendications dans le sud de l'Algérie. Donc, l'Algérie est opposée à cela. Mais, en même temps, les Russes sont très offensifs sur le Mali. Les Algériens le vivent très mal parce qu'ils voudraient que les accords d'Alger soient respectés. Ils sont très offensifs sur la Libye. N'oublions pas que Haftar est soutenu par les Russes. Haftar qui avait promis d'agresser l'Algérie. J'ai oublié que cet homme de la CIA a promis d'agresser l'Algérie. Homme de la CIA qui travaille pour les Russes. C'est très étonnant. Il y a quand même des mélanges de genres qui sont plutôt surprenants. L'Égypte soutient Haftar aussi. Donc les Russes et les Égyptiens sont d'accord sur Haftar.
Et donc, il y a une réalité géopolitique, c'est que les Russes bougent des lignes dans la région, font l'intervention militaire directe ou indirecte, soutiennent effectivement en termes d'équipement militaire et alimentent manifestement les guerres. Ce que les Algériens vivent très mal. Ils veulent la paix en Libye. La guerre est maintenue par les pressions d'un côté des Russes et de l'autre côté des Turcs. Les Algériens disent que toutes les forces étrangères doivent partir. Et donc cette question-là se pose en termes d'influence régionale. Ça ne veut pas dire que l'Algérie va rompre avec la Russie, je ne crois pas du tout. Ça veut dire simplement que chacun met ses marques. L'Algérie dit que Monsieur Abina, j'entends très bien ce que vous dites, mais la politique russe dans le Sahel à travers Wagner ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Africa Corps semble gêner justement au plus haut niveau la stratégie diplomatique algérienne. Et ils sont même en opposition presque frontale. Et ça, j'apprécie que vous disiez cela parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Ça gêne la stratégie diplomatique algérienne qui s'interdit de sortir militairement. Beaucoup demandent à ce que l'Algérie intervienne. Les Français l'ont demandé, les Russes l'ont demandé. Mais n'oublions jamais que l'Algérie a interdit le bombardement du Niger par la CEDEAO et par la France, qu'elle a interdit le survol du territoire algérien par la France pour attaquer au Mali, pour le Burkina, enfin tout un tas de pays comme ça qui sont intéressés. Les Algériens, ces fameux pays du Sahel qui sont l'AES maintenant, une force interarmée, une force internationale plutôt, j'y médise, l'Algérie s'est opposée à cela. Donc l'intérêt de l'Algérie, c'est de rester sur un terrain diplomatique. C'est le théâtre qui l'intéresse. Et il se trouve que les Russes maintenant sont sur un théâtre militaire, on le sait. Ils sont payés pour ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Alors c'est là que ce sont des mercenaires. L'État trouve son intérêt, tout le monde trouve son intérêt. Et les Algériens vivent mal le fait qu'effectivement, ces efforts diplomatiques soient balayés littéralement, parce que malheureusement, il se trouve qu'Assimi Goïta est parti dans un délire un peu guerrier, où il pense qu'il a une grande armée, où il pense qu'il peut balayer les oppositions, qu'elles soient islamistes ou qu'elles soient du Touareg du nord du Mali. Et il s'est un petit peu monté le bourrichon, les Russes sont accompagnés là-dedans, et ça l'Algérie vit mal, parce qu'elle considère qu'il faut régler le problème sur un plan diplomatique, rapprocher les points de vue, tout comme en Libye, elle le réclame à chaque fois. Chaque fois que l'Algérie intervient, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. On voit bien avec la question du Niger, ils ont dit on va éviter la guerre pour développer ce fameux gazoduc Nigeria-Algérie et faire en sorte qu'on réunisse ces conditions de paix. Donc, à quel prix, Abina, à quel prix qu'est-ce que pourrait donner l'Algérie justement à la Russie? Le prix, pour la Russie, il est très clair. Si l'Algérie ne se met pas d'accord avec les Russes, c'est le marché de l'armement qui est perdu. Ça, c'est réglé. Il y a un rapport de force qui existe. Ensuite, il y a un rapport effectivement stratégique. J'aime pas le terme d'alliés parce que c'est un terme qui est très grossier, mais ça s'appelle des alliances effectivement stratégiques. Il n'y a plus tellement d'alliances idéologiques. Mais il n'en demeure pas moins, effectivement, vous avez bien fait de rappeler que Tebboune, quand il va en Algérie, fait sa déclaration d'amour à Poutine pour expliquer qu'il n'est pas manipulable. Et en même temps, ça donne le sentiment que cette alliance est éternelle. Mais c'est pas vrai. Il y a toujours des mouvements, il y a toujours des intérêts divergents ou convergents. On le voit bien entre les Turcs, par exemple, et la Russie. Ils s'entendent sur certains terrains, et sur d'autres, ils s'affrontent. On a vu au Karabakh, les Turcs sont contre les Russes, en soutenant l'Azerbaïdjan. Et on voit bien qu'en Libye, ils sont opposés aux Russes aussi, mais que bizarrement, en Europe, ils ne sont pas opposés. Donc c'est vraiment une question d'intérêt économique et géopolitique et géostratégique. Une question d'influence politique qui a un poids. L'Algérie veut peser tout son poids, non pas militairement, mais politiquement, on l'a bien compris. Merci. Restez avec nous. Abdelrahim Moussaouer, Lavrov n'est pas venu en Algérie depuis mai 2022. Est-ce là un signe de malaise dans les relations? Concernant ces relations diplomatiques algéro-russes, notamment dans ce qui se passe dans le sud de l'Algérie, à nos frontières, je pense qu'il est important de rappeler un certain nombre d'éléments qui relèvent de l'historique des positions diplomatiques algériennes que aujourd'hui le citoyen algérien n'arrive plus à reconnaître. Si dans l'opposition, s'il y a un élément auquel on relève avec des pincettes, c'est plutôt la diplomatie algérienne. Mais là aujourd'hui, voir déjà ces provocations verbales au Conseil de sécurité de l'ONU qui est sorti de carrément appeler à parler se retrouver à parler d'athlète, d'une boxeuse algérienne, ça s'inscrit bien sûr dans une provocation comme ça vient d'être cité. Et il y a un élément essentiel aussi, c'est le non-alignement. Est-ce qu'il s'agit d'un non-alignement passif ou d'un non-alignement actif? Moi, je n'oublierai jamais la visite de Ben Salah, avant de parler de cela, la visite de Ben Salah en Russie,
qui va dire à Poutine ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation. Maîtriser la situation qui est provoquée pacifiquement par qui? Par tout un peuple. Moi, je sais que d'un côté, l'Algérie, bien sûr, n'a pas intérêt, et c'est ce qu'il faut éviter, à ce qu'il y ait, c'est-à-dire une guerre ou des affrontements à nos frontières. Il faut maintenir une certaine stabilité, que ce soit au Mali ou même vers la partie est, en Libye. Et l'élément, ou plutôt le pays qu'on a oublié dans toute cette équation, quand on parle du Mali, de l'Algérie, sans oublier ces alliances de hasard qui ont fait que frontalement aujourd'hui on a dénoncé et on a annulé les accords d'Alger. Il ne faut pas oublier cet élément qui rentre dans l'équation, qui sont les Émiratis. Les Émiratis, aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il s'agit d'un pays qui, financièrement et en termes de corruption, a des relations très restreintes avec l'Algérie, mais de l'autre côté, il fait en sorte qu'il y ait une déstabilisation de la région. Aujourd'hui, la Russie, il faut dire clairement qu'on ne peut pas avoir un allié de cette envergure. Il faut faire de la diplomatie, il faut tenir des discours cohérents, mais avoir des alliés qui, du jour au lendemain, peuvent tourner le dos à l'Algérie, ça, ce serait une grosse erreur. C'est pour cela que, avec ce qu'il se passe aujourd'hui à nos frontières, on se pose la question sur la ténacité de nos relations internationales et même de nos relations avec les voisins. Ce qui s'est passé avec les BRICS, avec toutes ces promesses, qui n'ont pas été données par les pays constitutifs ou les pays c'est-à-dire qui sont à l'origine des BRICS, mais plutôt par nos responsables, à leur tête un président désigné qui disait en toute assurance que l'Algérie allait rejoindre les BRICS, et finalement c'était de la poudre aux yeux. C'était des millions de dollars qui ont été dépensés, qui ont été donnés à une banque fantoche pour que le résultat soit la non-intégration de notre pays. Donc, moi, je pense qu'il faut réellement se poser la question et revoir qui sont nos véritables alliés, parce que à continuer sur ce chemin, on a l'impression que notre diplomatie algérienne et tout simplement notre pays s'est transformé en balle de ping-pong. C'est-à-dire, vous avez un pays qui, traditionnellement, se déclare du bloc socialiste, c'est-à-dire la Russie, la Chine, etc., mais de l'autre côté qui fait tout pour que les intérêts de l'Occident ne soient pas piétinés en Algérie. C'est ça la véritable problématique aujourd'hui. Notre non-alignement doit non seulement éviter à ce qu'il y ait une ingérence dans les affaires des autres pays, notamment aux frontières, mais aussi d'imposer la paix, d'imposer à ce qu'il n'y ait pas de provocation, à ce qu'il n'y ait pas de piétinement dans les affaires politiques de nos pays voisins. Restez avec nous, Abdelrahim. Nous allons regarder cette vidéo par rapport à ces relations et on revient. إذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر. لدينا علاقات ودية بالجزائر ودول إفريقيا والدول العربية. هي أني أريد أن أطمئنكم لأن الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه. فإن الجزائر تحتل على المراتب فيما يخص بالشركاء التجاريين الروس. كنا نقصد أن ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا. إذا أنتم لا تعارضون نقل جنود وعتاد روسي وربما مرتزقة نحو الساحل. لا أعتقد بأن مصطلح مرتزقة هنا هو مصطلح يحظى بالموافقة. هل أننا نتشاور في تسيير ملف مالي الذي سمح لبلدي أن يكون يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن
المشكل المطروح مع أوكرانيا. فهل برأيكم نحن شركاء أو منافسون؟ بالطبع شركاء، وليس فقط في إطار أوبيك بلاس. فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله. Hamid Lelou, c'était quelques échanges donc entre les dirigeants algériens et russes. Mais la question qui se pose aujourd'hui, Hamid, c'est ce dilemme justement pour l'Algérie. Comment continuer à être un allié stratégique de Moscou au moment où ses intérêts sont menacés par l'influence justement de ces milices, de cette milice armée réputée pour ses exactions dans tout son entourage, le voisinage, le Mali, le Niger, Libye, etc. Que fera l'Algérie si jamais la Russie demain s'enlève les mains? Le problème, c'est qu'il y a un chamboulement géostratégique. Quoi qu'on dise, qu'on soit allié, qu'on soit ami, allié stratégique ou quoi que ce soit, le chamboulement, il est énorme et de plus en plus. Donc, c'est comme si vous jouez une partie de jeu d'échecs, vous faites bouger vos pions, les autres font la même chose. Effectivement, personne n'est éternellement ami, personne n'est éternellement ennemi, et on va au gré des aléas et des intérêts des uns et des autres. Hamid Lelou, sauf qu'aujourd'hui, Hamid Lelou, cette milice dépend officiellement de Poutine. Elle a toujours dépendu de Poutine. Ouais, surtout maintenant depuis l'Africa Corps. Oui, mais parce que justement la Russie, le problème que vous soulevez, c'est un problème diplomatique, mais la diplomatie, il y a aussi l'opérationnel. Oui. La diplomatie, il ne suffit pas de parler ou bien de compter sur d'autres personnes pour faire des choses à votre place. Il faut que vous le fassiez. Le régime algérien s'entête à dire et à faire que l'armée algérienne ne quitte pas les frontières algériennes. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils font en réalité, je ne sais pas. Mais les événements de Tinzaouatine, je pense, ont montré que peut-être qu'ils sont mêlés d'une manière ou d'une autre. Mais la Russie, elle a vu qu'il y a un vide. Vous savez, il y a un vide. Et quand il y a un vide, il faut le combler. Vous voyez, il y a la France qui était obligée d'annuler ou d'arrêter ses opérations Barkhane. Et par la même occasion, l'Algérie n'a jamais interdit le survol, j'aimerais bien apporter cette correction, n'a jamais, au grand jamais interdit le survol des avions français, le ciel algérien par les avions de guerre français. Et je vais le dire pourquoi. Parce que dans le texte, la déclaration officielle algérienne, l'Algérie avait dit, l'Algérie désormais interdit le survol de son ciel, et ça a coïncidé au moment où la France avait décidé d'arrêter l'opération Barkhane. Donc on ne vienne pas nous dire que l'Algérie interdit, l'Algérie n'a pas les moyens d'interdire. Et justement parce qu'elle n'a pas les moyens d'interdire que les Russes se sont dit, maintenant il y a un vide, il faut qu'on comble ce vide. Si ce vide n'avait pas été, je ne défends pas les thèses russes, pas du tout. Je suis en train de faire une analyse opérationnelle, militaire opérationnelle. Quand il y a un vide, il faut que quelqu'un le prenne. Hamid Lelou, nous avons donc une influence française remplacée par une influence milicienne? Absolument, une influence milicienne de plus en plus directement russe. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon papier qui va sortir, qui traîne à sortir, je l'ai fini, mais c'est un papier académique qui devrait être publié bientôt dans une revue de l'armée américaine, revue scientifique, où ma thèse est que maintenant, dans la nouvelle guerre froide en Afrique, c'est les Américains d'un côté avec leurs alliés occidentaux et les Russes de manière militaire et les Chinois de manière économique et financière. Et ce vide-là, il faut qu'il soit comblé. La France se fait dégager par les Russes parce qu'elle ne pouvait plus se maintenir. Donc ce vide, il fallait peut-être, c'était le moment pour l'Algérie de combler ce vide de manière opérationnelle. Peut-être qu'il faut changer et que l'Algérie fasse ses interventions militaires
mais dans le cadre civil, créer justement, comme pour le cas des feux de forêt, c'est de créer un département au niveau de la défense nationale qui s'appellerait un groupe des affaires civiles, où là, vous intervenez de manière militaire, mais dans le cadre civil, faire le développement, faire toutes sortes de choses. Je parle en connaissance de cause, enfin, pour conclure ma théorie, parce que j'ai vécu sur le terrain 15 ans, je connais le terrain. Donc, Monsieur Abina, j'apprécie bien vos analyses, mais quand vous dites frontières poreuses, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce que disent les académiciens qui n'ont jamais quitté leur bureau. Moi, j'ai vécu sur le terrain, il n'y a pas de frontières poreuses. Je vais vous expliquer et je finirai là. Quand vous dites les frontières en Afrique, même si elles sont assez difficiles, si vous avez la population locale qui a confiance et qui travaille en confiance avec les éléments de sécurité, croyez-moi, même une mouche ne traverserait pas. Parce que les populations locales, quand elles ont l'œil de ce qui se passe autour, elles vont le rapporter aux forces de sécurité compétentes. Mais quand il n'y a pas cette confiance, et c'est le cas de le dire, ni avec les populations algériennes, ni les maliennes, ni les nigériennes, ni avec les autorités nigériennes, ni avec les autorités maliennes, ni avec les autorités algériennes. Et c'est pour ça que toute la région est devenue une passoire. Autrement, ce ne serait pas une passoire. Une question rapidement, Hamid Lelou, que j'ai vu, enfin, une question qui a été soulevée ces derniers jours. Est-ce que la Russie est un client ou un allié pour l'Algérie? Un client. C'est un client. Tous les pays sont des clients. Moi, je suis. Oui, mais l'Algérie avait signé. Hamid Lelou, je dis ça parce que l'Algérie avait signé un traité de stratégie contre l'Algérie et partenariat stratégique. Oui, mais d'ailleurs, même suite aux derniers événements, il y a eu une commission de très haut niveau bilatérale entre la Russie, où ils ont échangé des visites entre Alger et Moscou. Ils ont signé un autre accord stratégique en disant qu'on allait partager, même dans cette signature, où ils allaient partager l'information et travailler ensemble quant à la résolution des conflits dans la région. Je suis d'accord avec M. Abina, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amitié, il y a un jour on est amis, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, on va avec ce qui se passe. Merci Hamid. Nous allons regarder cette vidéo justement, c'est un débat sur un plateau sur la télévision algérienne et je reviens. ولكن وفد الجزائر رد وألح على أن يرد على لماذا؟ لأنه ربما روسيا ظلت تغالطنا على مدى العصور ومدى السنين، أوحت لنا بأنها حليف، بأنها صديق، والجزائر لم تبادلها بالمثل فقط وإنما أكثر من ذلك وقفت معها في السراء والضراء. صحيح. نعم. ومع هذا انتهز فرصة اللي هي في الحقيقة هذه يمكن الرسالة أستاذ الكريم، الرسالة الجزائرية كانت لا سيما ان ممثل الجزائر قد طلب الكلمه وسبق له تكلم وقال انه يطلبها مره ثانيه. معنى ذلك انه ليس فقط لتوجيه رساله الى روسيا وانما دعوه لمراجعه الحسابات، لانه في المناسبات الاساسيه لم نجد روسيا معنا، لم نجدها واقفة مع الجزائر، وجدنا خاصة في أي مناسبة تقصد؟ نقصد في مختلف الأزمات إنه التزمت الحياد، نقصد في مسألة البريكس أنها التزمت الحياد، ونقصد كذلك الموقف لم تشاركنا الموقف من خلال ما يحدث في غزة وفي أماكن أخرى لا نريد ذكرها. لا بصراحة يعني في روسيا والجزائر والصين في مجلس. Gamal Abina, c'est une première dans l'histoire de nos médias. La Russie est critiquée ouvertement et sévèrement. Est-ce que cette dernière position, ou est-ce que les relations sont vraiment au mal point en ce moment? À ce point? Non, elles ne sont pas à ce point. Il y a des relations commerciales pour commencer importantes. Ça a été dit, clients, fournisseurs. Il y a des relations stratégiques qui sont là et les Russes ont besoin de l'Algérie, qu'ils le veuillent ou non. Ils ne vont pas s'appuyer sur le Mali pour se positionner en Afrique. Évidemment, ils ont besoin d'un acteur essentiel, le pilier de l'Afrique du Nord. Puis évidemment, il y a aussi un autre aspect, il ne faut pas oublier. Les Russes ont beaucoup d'humour. L'histoire de Wagner, déjà, c'est très amusant d'utiliser le compositeur préféré d'Hitler pour en faire une
une sorte de milice armée. Ensuite, ils ont appelé ça Africa Corps. Ça rappelle encore une fois l'Africa Corps de Rommel, hein, quand il va attaquer les Anglais et les Français. Pourquoi ils prennent des noms comme ça? C'est parce que simplement ils se positionnent comme étant une opposition frontale et radicale vis-à-vis de l'Occident. Et le théâtre d'opération, c'est l'Afrique qui est devenue une véritable poudrière, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des théâtres où ça se passe bien. Mais c'est un grand jeu d'échecs. Les Russes sont capables de sacrifier une pièce en Afrique pour en relever une autre. J'ai envie de dire que le travail qu'ils ont fait, par exemple, du côté de la Centrafrique, est un travail qui est salvateur. Il a évité une guerre civile, il faut jamais l'oublier. C'est pas rien le fait qu'on sauve Touadéra d'un coup d'État et surtout qu'on évite la guerre entre musulmans, chrétiens, Balaka, anti-Balaka. L'autre aspect sur la question effectivement géostratégique, on parle, moi j'ai dit tout à l'heure que c'était poreux, toutes les frontières sur 1300 km sont poreuses nécessairement. Alors c'est bien d'avoir rappelé, et je rejoins là-dessus, que quand une population n'est pas d'accord avec des groupes armés, par exemple, on l'a vu dans cette région, elle est capable de faire appel à l'armée pour faire en sorte d'en finir. C'est vrai. Sauf que là, on parle d'un mouvement politique qui s'est constitué, qui s'appelle l'Azawad, hein, et qui revendique le nord du Mali, mais qui a aussi des visées sur le sud de l'Algérie. Et c'est là où la porosité existe, parce que dans ces populations, il y a un accord tacite de dire, on est sur la même cause. Nous, les Touaregs, on est mal considérés au Mali, parce que c'est une zone très pauvre, hein. 90% des richesses sont dans le sud. Et surtout, c'est une zone aride, désertique, ça on connaît la musique. Et en Afrique du Nord, c'est pareil, l'Algérie, il y a beaucoup d'investissements qui n'ont pas encore été faits. Donc, effectivement, ils ont le sentiment d'être un peu le parent pauvre de la région. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce mouvement qui est né. C'est pas un hasard. Après, d'autres éléments perturbateurs, ça a été évoqué par rapport aux Émirats Arabes Unis, qui ont un rôle peu glorieux, hein, que ce soit sur la question palestinienne ou africaine, ils sont très mauvais. Ils s'intéressent qu'à l'argent. Ils exploitent déjà une mine d'or, je crois, du côté du Mali. Eh bien, ces gens-là sont des agitateurs qui, moi, je passe sur les télévisions panafricaines, par exemple, où l'Algérie était considérée comme un pays de héros. Aujourd'hui, ils tirent à boulet rouge sur l'Algérie avec des accusations ridicules, reprochant à l'Algérie d'avoir été l'intermédiaire dans les accords d'Alger. Je rappelle que l'Algérie n'a pas créé les accords d'Alger. Ça a juste été signé en Algérie sur la base de se dire, nous avons connu la guerre civile, faites comme nous, sortez par le haut, et c'est trouver un terrain d'entente. Eh bien, ça, c'est mal entendu. Et comme maintenant, il y a une surmilitarisation de la région et que les Russes se positionnent, c'est pour ça que les Algériens sont en colère, eh ben, ils alimentent cette idée selon laquelle on peut en venir à bout des rebelles par des forces militaires. Alors, il se trouve que les FAMA, les forces armées maliennes, à Kidal, qui les ont poussés à continuer, c'est là où ils ont perdu un petit peu pied avec la réalité. On est dans une zone très difficile. Les Français ont été écartés par la force du Mali, d'ailleurs. C'est pas les Russes qui les ont écartés, c'est les Maliens. Les Maliens ont fait les causes contre la France. Gamal Abina, il y a en ce moment une guerre justement sur nos frontières. Les Azawad, comme vous dites, les indépendantistes, Touareg. Mais comment justement voyez-vous la position de l'Algérie par rapport à cette guerre, ce silence, si on ose le qualifier ainsi? Alors c'est vrai que l'Algérie parle peu pour le moment parce qu'il y a des positions qui sont un petit peu ambiguës pour certains. De mon point de vue, je pense qu'elle fait bien de ne pas se positionner parce que quoi qu'elle dise, on ne la croira pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui embête l'Algérie, c'est qu'on est sur des théâtres, il y a 7 frontières avec 7 pays plus ou moins hostiles ou déstabilisés. La Libye étant effectivement l'épicentre de cette déstabilisation, les anciens djihadistes qui venaient d'un peu partout se sont concentrés dans le Sahel. Ça a créé donc cette zone effectivement d'instabilité. Les Français sont intervenus avec d'abord Serval, puis Berkane, puis Takuba avec l'Europe. Donc on a eu une concentration de forces militaires qui était mal vue dans la région. Et les panafricains, parce qu'il faut parler de ce mouvement panafricain qui est très fort, hein. Les panafricains de la région ont pris fait et cause pour l'éjection de la France, évidemment en premier, et faire en sorte de trouver un allié stratégique, en l'occurrence la Russie. Donc l'Algérie se trouve un petit peu bloquée parce qu'il y a d'un côté une volonté de pacification qu'elle essaie d'obtenir, et de l'autre côté, de la part des Russes, un positionnement offensif militaire combiné à un positionnement offensif économique de la Chine. Donc c'est vrai que tout ça, c'est toujours des intérêts géostratégiques, géoéconomiques, on perd jamais de vue qu'il y a de l'argent là-bas. Et donc c'est vrai que l'Algérie est embêtée parce qu'elle ne veut pas ce type d'intervention, et j'en veux pour preuve, hein, je prends un exemple très évident. En dehors des appels pour la Libye ou trouver un terrain d'entente. Mais sur le Niger, c'était flagrant. Elle a dit, on va tout passer. Dès le départ, elle a dit que Mohamed Bazoum a été écarté du pouvoir et que c'était pas bien. Ils ont condamné ce coup d'État. Ça n'a pas empêché les Algériens, il y a 2 jours, de signer avec les nouvelles autorités nigériennes sur ce fameux gazoduc et sur le rétablissement de l'exploitation du pétrole dans le nord du Niger. Donc, l'objectif de l'Algérie, c'est d'obtenir une pacification par l'injection de réussite économique, dynamiser l'économie du pays pour pacifier et faire en sorte peut-être de revenir à un ordre constitutionnel. Mais on est très très loin de l'idée de la promotion de la démocratie parce que l'Algérie, comme la Chine, c'est pas la démocratie qui l'intéresse, c'est réellement la stabilité avant toute chose. Gamal Abina, Jacques Sapir, que vous connaissez très bien, j'imagine, économiste et politologue français, spécialiste de la Russie, a déclaré ceci. Il y a une réticence de la Russie à vendre des armes à l'Algérie.
tant que sa politique étrangère ne sera pas plus lisible et prévisible? Jacques Sapir, bon, je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui, mais je partageais les mêmes plateaux TV, RT France, où il intervenait très régulièrement, c'était un constant. Est-ce qu'il y a vraiment ce risque? Moi, je pense qu'il est un peu fort, un peu vite en besogne, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'économistes comme ça, un peu aventuriers, qui ont envie de donner des conclusions sur la base d'une photographie d'instantané. L'instantané ne dit pas l'avenir. En vérité, les contrats signés avec la Russie, qui pourvoient à peu près 85% des capacités militaires algériennes, ne sont pas discutés. Les S-400, les S-500, les nouveaux Sukhoi, les dernières générations S-35, tous ces éléments-là sont une nécessité impérieuse pour l'Algérie pour deux raisons. D'abord parce que nos pilotes savent piloter les Sukhoi, c'est pas le cas des F-16, et ensuite parce que les S-400 ou S-500, le système de protection aérien, est le plus performant au monde. Donc ça, c'est le réel qui intervient. L'Algérie a des moyens considérables, a dépensé presque 250 milliards de dollars sur 20 ans pour s'équiper en militaire quasiment exclusivement côté russe. Maintenant, il y a une volonté algérienne de diversifier ses approvisionnements avec des Italiens, on le sait aujourd'hui, avec les Allemands qui ont déjà une usine de fabrication de véhicules blindés, avec les Américains même, ils se rapprochent des Américains. Donc cette volonté est affichée, mais ça reste minoritaire malgré tout, c'est les Russes qui remportent la grande part du lion. Merci Abina, restez avec nous. Abdelrahim Moussaouer, nous allons écouter Lavrov et je reviens à vous. كانت المناقشة مكثفة للغاية. لا أستطيع أن أقول أنه لا توجد مشاكل على الإطلاق، لكن بشكل عام من أجل حصول أي دولة على قرار قبول أعضاء جدد فهناك معايير وإجراءات يجب الموافقة عليها، ولكن قبل كل شيء يجب على الدولة أن تحظى بالوزن السياسي المناسب وكذلك بالمكانة على الساحة الدولية. اسمحوا لي أن أذكركم هنا بالدول الجديدة وهي الإمارات، الأرجنتين، أثيوبيا وإيران والجزائر، عفوا جمهورية مصر، عفوا. Abdelrahim Moussaouer, c'est une déclaration forte, sévère au même temps. Les Algériens l'ont commenté pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, l'Algérie continue justement à travailler sur ce dossier dans le silence, dans l'ignorance même du peuple algérien. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin dans cette logique? On ne vous entend pas, Abdelrahim. Allô? Abdelrahim Moussaouer, est-ce qu'il est avec nous? Un problème technique. Hamid Lelou, je reviens à vous, Hamid Lelou. Les déclarations de Lavrov, ça a été quand même le choc pour les Algériens. Il disait carrément que l'Algérie n'est pas un État fort. C'est un État qui n'a pas de prestige, qui n'est pas présent sur la scène internationale. C'est pour ça qu'il n'a pas été admis justement dans les BRICS. Oui, j'ai aussi entendu certains analystes russes dire que ça, ce n'est pas vrai, c'est une rumeur, et qu'ils étaient là, ils disaient autre chose et que ces propos ont été un petit peu exagérés et gonflés. Mais ceci dit, dans la diplomatie, on a cette technique d'envoyer des signaux mixtes. C'est mélanger des signaux, des fois du positif et du négatif. C'est souffler le chaud et le froid. Ils le font pour dire un petit peu, oui. On a des amis chez nous qui vont défendre vos thèses, mais de l'autre côté, il y a des influences même au niveau de la Russie, les influences même au sein de l'Algérie. Mais ceci peut-être, pour une fois, je vais défendre le régime algérien, mais en fait je défends les intérêts de l'Algérie. Peut-être que tous ces événements qui sont en train de s'étaler devant nous, toute cette évolution où il y a un petit peu de négativité entre l'Algérie et la Russie, c'est une bonne chose pour accélérer cette diversification dans l'armement. Mais ça sera une chose difficile à faire. Les pays ne viennent pas vous vendre les armes juste comme ça. Il faut pas croire que parce que vous ne vous entendez pas avec les Russes, que vous allez vous retourner vers les Français, les Allemands ou les Américains et qu'eux, ils vont accepter de vous vendre des armes. Il y a des conditions draconiennes quant à la vente d'armes. On vous vend les armes
mais on veut être sûr que les armes que nous vous vendons ne vont pas tomber entre les mains des ennemis. L'Algérie donne des garanties aux Russes pour que les Américains ne viennent pas fouiner leur nez dans l'armement russe. De deux, quand on vous vend des armes, selon la confiance qu'on vous fait, des fois on vous vend des armes, vous payez, vous recevez les armes, mais il vous faut l'autorisation du pays vendeur pour que vous puissiez utiliser les armes. J'ai dans le cas, par exemple, de l'Ukraine qui a reçu des armes de la part des Allemands et des Américains, dont ils n'ont pas eu l'autorisation jusqu'à récemment. Pourquoi ? Parce que les Américains ne voulaient pas que les Ukrainiens utilisent des armes d'attaque, puisque les armes, il y a deux types d'armes, il y a les armes d'attaque et de défense. Ce n'est que il y a quelques jours où les Ukrainiens ont été autorisés et c'est pour ça qu'on a vu cette avancée de l'armée ukrainienne dans la Russie à hauteur de 100 km. Donc, dire que l'Algérie va changer d'approvisionnement et aller chercher les armes ailleurs, ça serait bien, et il le faut pour sa souveraineté, et il fallait diversifier les armes depuis longtemps, mais ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas si évident. Hamid, que diriez-vous justement, puisque vous parlez de l'Ukraine et de l'approvisionnement, que diriez-vous justement de ces analystes qui disent en même temps justement que l'Algérie a remplacé la Russie concernant la question du gaz vers l'Europe, et justement la Russie nous l'a fait payer en étant discrète sur l'adhésion aux BRICS? Ça c'est possible et ça rentre dans le droit de l'Algérie. Vous savez, le problème des pays exportateurs, quand vous exportez le gaz et le pétrole, vous n'avez pas tout le temps le moyen d'avoir des décisions souveraines. Vous subissez des pressions de la part d'autres partenaires, de la part d'autres forces, et l'Algérie aussi, peut-être qu'officiellement elle veut avoir une position non alignée et ne pas intervenir directement dans ce conflit, quoiqu'elle avait proposé ses services de bons offices pour être le médiateur. Mais bon, ça n'a pas été accepté. Est-ce que l'Algérie remplace le marché russe? Ils essayent, mais il faut aussi comprendre que du côté européen, par exemple, les Allemands sont beaucoup plus rationnels quand il s'agit de ça. Ils ont continué à coopérer avec les Russes et justement, c'est ce qui a fait que les Allemands avaient refusé de vendre leurs tanks aux Ukrainiens parce qu'ils voulaient garder le marché gazier avec les Russes. Merci Hamid Lelou. Abdelrahim Moussawer, une question importante aussi. Oui, le peuple algérien dans tout ça, il n'y a pas de débat, l'élite on ne l'entend pas, on vous entend, justement quand on vous entend ici sur les plateaux de Maralibia, on ne comprend même plus qui prend les décisions, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est la présidence, est-ce que c'est les services, il y a un silence, il y a un flou sur ces questions. Pourquoi ? Concernant même les questions nationales en Algérie, l'Algérie ou le pouvoir algérien n'est pas du tout souverain. Déjà, il n'est pas souverain à l'international parce que quand on n'a pas de souveraineté de son peuple, il n'est pas facile de s'imposer comme force militaire, force politique ou même force régionale, telle qu'on l'entend depuis 5 ans, 6 ans, est-ce que cela l'empêche de prendre les décisions, justement ? Pardon ? Est-ce que cela l'empêche de prendre les décisions et d'exister sur le plan international, d'une manière ou d'une autre? Mais c'est le peuple qui payera tout ça un jour. Une chose est sûre, c'est que nous avons des décideurs en Algérie qui dépendent aussi de leurs relations privées, de leurs relations personnelles à l'international. Nous avons des forces comme Prador qui détiennent les richesses du pays.
au-delà de toute cette façade politique, démocratique, etc., nous avons un régime. D'ailleurs, si on peut résumer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure concernant les relations internationales, ce qu'il se passe à nos frontières, plus, d'ailleurs, vous l'avez montré après que je l'ai dit tout à l'heure, des responsables qui vont se plaindre à des puissances que l'on appelle des puissances mondiales contre son peuple. Nous avons un peuple, un ministre des Affaires étrangères qui disait concernant ce qu'il se passe actuellement en Palestine, si les Algériens ne marchent pas, ne manifestent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture du pacifisme. Ça, je reprends les propos de Attaf qui l'a dit il y a quelques mois de cela à Khadija Ben Ghana, pardon. Je pense que les éléments, ils s'enchaînent, ils sont tellement en relation les uns avec les autres qu'on ne peut pas aller aujourd'hui se vanter d'être une force, une puissance diplomatique, que ce soit régionale ou même à l'international, lorsqu'on tourne le dos à la volonté de son peuple. Ce qu'il se passe aujourd'hui en Algérie, c'est que vous avez une réalité. Cette réalité, c'est qu'il y a un piétinement des libertés, c'est que la démocratie n'a pas eu lieu et n'a pas lieu jusqu'à aujourd'hui en Algérie. Nous avons la fermeture du champ politique et médiatique. Tout ça, bien sûr, peut avoir des répercussions sur l'aspect international. Lorsqu'on regarde ces puissances mondiales qui maintiennent ce rapport de petite puissance, grande puissance ou dominant-dominé, on peut placer facilement nos dirigeants en Algérie, le pouvoir, le régime, le système qui nous gouverne, qui piétine tout ce qui relève de sa population, tout ce qui relève des intérêts du peuple, comme en se présentant comme des forces contradores pour assouvir, pour plutôt satisfaire les intérêts économiques des grandes puissances. Aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie ou l'Europe en général, ce qui importe en Afrique, en Algérie, au Mali, ce sont les intérêts économiques. Pour protéger ces intérêts économiques, on est même capable de créer du terrorisme, de créer des guerres, de créer des conflits, de menacer des pays dans leurs frontières, rien que pour maintenir ce lien qui, bien sûr, c'est-à-dire qui rattache ces puissances mondiales à nos dirigeants. Donc la base de la solution dans tout ça, c'est de revenir à la base, oui. C'est de donner à son peuple son droit de s'exprimer. Parce que les moments, par moment où le peuple algérien a eu la possibilité de se manifester pacifiquement, de manifester, de mener des marches, d'exprimer sa volonté de construire le pays, il a été confronté à une répression policière, la police politique, les mokhabarat qui font un travail non d'information mais plutôt de piétinement de tout ce qui est liberté fondamentale en Algérie. Si on n'a pas tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de légitimité populaire, il n'y a pas de souveraineté que peut avoir un gouvernement, un régime en place. Et si le régime n'a pas la souveraineté du peuple, bien sûr, aucun autre régime dans le monde ne puisse lui donner la moindre reconnaissance. Avec toutes ces sorties, il y a quelques années de cela, avec l'assurance d'intégrer les BRICS, en disant Russia, la Russie c'est Sadiqa, Habiba, la Russie, ce sont nos alliés, nos amis. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos dirigeants. Et à la fin du compte, vous avez un ministre des Affaires étrangères russe qui dit voilà, il faut avoir une certaine souveraineté, il faut avoir un poids politique, que ce soit dans sa région ou à l'international, pour être intégré dans les BRICS, sans oublier que l'Algérie n'est qu'un échantillon de ceux qui dirigent, c'est-à-dire le pouvoir algérien, n'est qu'un échantillon de ceux qui dirigent les pays en Afrique. Merci. On est sorti des pays qui veulent sortir de l'emprise d'un patron, de l'emprise, c'est-à-dire d'une certaine hégémonie, pour aller chercher une autre hégémonie. Alors qu'en Afrique et en Algérie en particulier, il est possible de construire une force nationale et régionale en se basant sur sa souveraineté populaire, en disant notre peuple il est derrière nous, que ce soit en Algérie ou ailleurs. C'est là qu'intervient aussi le rôle que peut jouer la diaspora. Nous sommes des millions à l'international. S'il y a le moindre problème qui puisse s'approcher de nos frontières, la diaspora, quand il s'agit d'un régime qui émane de la volonté populaire, va jouer son rôle à l'Occident, à l'international. C'est ça l'origine de notre problématique aujourd'hui. Merci Abdelrahim Moussaouel. Restez avec nous. Gamel Abina, des pays comme l'Iran, la Turquie
ont réussi quand même à développer des industries d'armement respectables. Parfois, ils réussissent même à en exporter. Pourquoi l'Algérie qui n'a même pas eu à faire face à un redoutable embargo, par exemple l'Amérique comme l'Iran, n'arrive toujours pas justement à avoir cette autonomie, cette industrie d'armement national? Je réponds très vite à cette question. Oui, rapidement, oui. C'est rapide, c'est pas compliqué. D'abord, c'est deux pays qui n'ont jamais été colonisés, l'Iran et la Turquie. Donc déjà, ça leur donne une longueur d'avance. Ils n'ont pas été réduits comme l'Algérie avec 15% de gens qui savaient à peine lire et écrire à la sortie de la Révolution. Ça fait quand même une petite différence. C'est des pays qui ont une profondeur historique très longue. Je parle de l'Iran, 6000 ans d'histoire. La Turquie qui s'inscrit dans l'Empire ottoman, donc 1400 ans de civilisation. C'est quand même pas mal pour réussir. Et surtout, la Turquie alliée de l'Occident jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, qui est beaucoup moins allié, on dira. Et puis l'Iran, parce que 40 ans d'embargo, ça ne changeait au fait que dès le Shah d'Iran, il voulait le nucléaire civil et militaire, il voulait développer le pays, et Khomeini, quand il arrive, dit on met 10% de notre budget dans la recherche et développement. Nous allons donc continuer à dépenser des milliards de dollars chaque année comme ça? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que ces pays, ça s'explique par le fait qu'ils n'ont pas été colonisés. Donc ça donne une certaine indépendance. Ensuite, l'Algérie a beaucoup de retard à rattraper. Ils essaient de créer des industries à l'intérieur du pays, mais c'est compliqué puisque le transfert de technologie n'est pas au rendez-vous. Il y a des tentatives comme beaucoup de pays africains essaient, mais ça ne marche pas. On parle en termes de puissance, l'Iran est plus puissant que la Turquie parce qu'elle envoie des hommes dans l'espace et parce qu'elle a le nucléaire civil, que la Turquie n'a pas. Donc il y a toujours des niveaux. Mais pour répondre rapidement à la question des BRICS, parce qu'il ne faut pas juger les choses à l'aune d'une impression. L'Algérie a fait une demande hâtive et je pense qu'elle n'était pas prête, surtout sur le plan bancaire, sur le plan financier. L'Algérie avait un PIB d'à peu près de 150 milliards de dollars. Il faut rappeler quand même que l'Éthiopie, c'était 111 milliards de dollars et que la Turquie, c'était entre 750 et 1000 milliards. Donc c'est pas une question de PIB, c'est pas une question d'influence, que l'Éthiopie c'est l'influence marginale, mais c'est surtout une question dans le cercle des BRICS de gens qui étaient pour ou contre. L'Inde était radicalement opposée à l'entrée de l'Algérie, alors que les 5 autres étaient d'accord, c'est des alliés traditionnels. Ils ont fait par contre entrer 2 pays qui auraient pu se faire la guerre, l'Éthiopie et l'Égypte, parce que la Chine trouvait que ses intérêts risquaient d'être impactés, parce que l'Éthiopie est un grand pays qui reçoit beaucoup d'industries de la Chine. Ensuite, évidemment, ils ont fait la paix. Ensuite, ils ont rabiboché 2 pays qui étaient en guerre depuis 40 ans, c'est l'Arabie et l'Iran. Vous vous rendez compte, 2 ennemis, on parler de frères ennemis, qui rentrent dans les BRICS en même temps. Alors que ce n'est pas forcément des pays qui répondent aux critères. Je parle surtout de l'Arabie, qui est dans la monoculture. Et donc tout ça, c'est des questions géopolitiques évidentes. La Turquie est écartée pour des raisons géopolitiques, mais il va de soi que quand on parle de puissance économique et de puissance en termes d'influence, évidemment que l'économie a de l'importance sur l'influence, mais je ne m'inscris pas dans l'idée de se dire que la légitimité du peuple donne la puissance et du respect. C'est pas vrai. Gamal Abina, s'il vous plaît, en une phrase, quel avenir pour la relation algéro-russe? Mais c'est important très rapidement, c'est que la Chine n'est pas un pays démocratique du tout et pour autant elle est respectée. Donc l'avenir de la relation algéro-russe, c'est un avenir en dents de scie qu'on commence à observer. Il va y avoir un redéploiement des forces russes peut-être dans la région, un rapprochement peut-être avec l'Algérie pour trouver un terrain d'entente. Et à ce moment-là, une fois que les lignes de démarcation sont posées, il y aura une relance économique et surtout de partenariat militaire parce que les Russes ont besoin de l'Algérie, c'est une évidence. Je ne crois pas du tout au fait que l'Algérie soit écartée de la Russie. Si elle demande sa rentrée dans les BRICS, c'est certainement pas pour s'embrouiller avec un de ses principaux alliés en termes de décision pour le choix des pays qui rentrent dans les BRICS. Hamid Lello, même question Hamid Lello, quel avenir pour la relation algéro-russe ou algéro-russe? Mais j'aimerais bien répondre vite fait à l'argument du colonialisme. Oui, allez-y. Hamas est sous occupation et en ce moment, il produit ses propres armes sous les tunnels. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas la route, je suis désolé. Et nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans. Oui, indépendants 62 ans, vous ne produisez même pas une cartouche et Hamas produit ses armes sous occupation, sous les tunnels. Le BRICS, je pense que le BRICS avait un choix dans un pays d'Afrique du Nord. Ils ont choisi l'Égypte au lieu de l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai qu'elle n'est pas prête. Mais j'ai dit que le fait de pousser l'Algérie vers les États-Unis, peut-être les Russes et les Chinois vont se ressaisir, ils vont dire on va rattraper le coup pour empêcher l'Algérie d'aller dans le camp américain. Maintenant, la relation algéro-russe, les évolutions des relations diplomatiques, c'est comme un éléphant, hein, ça va doucement. Et je ne vois pas un changement radical dans les relations, mais on a vu cette évolution qui a commencé surtout après la fin de l'opération Berkane. Elle va continuer dans le sens
où elles vont se dégrader, et à moins que le peuple algérien décide autrement et prenne sa destinée. Comparer le peuple algérien avec le peuple chinois, ça c'est pas juste, parce que les Chinois c'est 1,5 milliard bouches, donc leurs priorités sont ailleurs. L'Algérien est différent, et l'Algérien, sa dignité elle est importante, donc la légitimité politique elle prime sur autre chose dans le cas de l'Algérie. Merci Hamid Lellou. Abdelrahim Moussaouer, un dernier mot s'il vous plaît. Et concernant ces relations, puisqu'on est dans cette perspective, moi je vois les choses d'un autre angle. Si ça continue dans ce sens avec un régime qui piétine tout ce qui bouge, qui piétine les fondamentaux en Algérie, on restera toujours, bien sûr, dans la relation du dominant-dominé et de l'éternel colonisé, ne serait-ce que dans l'esprit. Ce que le peuple algérien a refuté depuis notamment, comme une seule femme, comme un seul homme, depuis 2019, en disant « Istiqlal ». Lorsqu'on dit « Istiqlal », on parle d'une véritable indépendance. Une indépendance économique, une indépendance militaire, une indépendance politique et surtout le de la souveraineté du peuple algérien. Et lorsqu'il y a la souveraineté, même la diplomatie dans le pays, du pays bien sûr, elle va se prononcer de façon sereine, de façon sûre et surtout de façon respectée, qui va être, c'est-à-dire une souveraineté qui sera respectée par les puissances où qu'elles soient. Merci Abdelrahim Moussaouer, merci Hamid Lellou, merci Gamal Abina, merci Abou Alem Ziani, merci à vous toutes et à tous. Qima Dilena, salam alaikum.